et à tous, donc c'est Aurélien Fiat. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'ultime vidéo de commentaires de cours concernant les lois normales et l'estimation. Et justement, aujourd'hui, on va s'intéresser à cette notion d'estimation. Alors, ça va être une vidéo longue parce qu'il y a beaucoup de substances et surtout, je veux faire des applications, histoire de vous montrer comment ça fonctionne, tout ceci. Je vous demande d'être patient parce qu'on va partir d'un résultat très théorique, pratiquement incompréhensible dans sa manière d'être énoncé, mais par contre, on va l'intuiter très facilement. Donc là encore une fois, il va y avoir des résultats très théoriques, mais une intuition qui va être vraiment ancrée et qui va vous faire sentir un petit peu ce que signifient les résultats de cours que je vais vous présenter. Et justement, je vais parler un petit peu de statistiques parce que nous, ce qu'on fait bien souvent, ce sont des statistiques descriptives. Donc descriptif, ça veut dire on va calculer des moyennes, des médianes, des quartiles, des indicateurs qui vont nous permettre de décrire un phénomène. Et là, en fait, on va utiliser les statistiques dans un autre but. Ça va être dans un but inférentiel. Inférentiel, ça signifie qu'on veut essayer de prévoir quelque chose, de tester quelque chose, et de voir si le modèle pour lequel on va opter va être cohérent par rapport à la situation étudiée ou des choses comme ça. Alors, cette utilisation des lois normales en statistique repose sur un théorème clé qui est le théorème de Moivre-Laplace. Alors, au niveau de la démonstration, aujourd'hui, je juge qu'il y a assez de théorie pour ne pas en rajouter, donc je vous produirai un document un petit peu plus tard concernant la démonstration à part entière. Alors on va considérer un entier n dans n étoiles, c'est-à-dire quelque chose qui va nous permettre de compter 1, 2, 3, etc. etc. xn, une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et P, donc une probabilité strictement comprise entre 0 et 1. C'est quoi une loi binomiale? Eh bien, la loi binomiale, ça fait référence à un schéma de Bernoulli. Un schéma de Bernoulli, ça va être quelque chose comme ceci. Vous allez avoir deux issues, succès, échec, donc S bar. La probabilité de succès va être P, donc la probabilité d'échec va être 1 moins P. Et du binomial, ça veut dire que je vais répéter de manière indépendante et identique plusieurs fois ce même schéma de Bernoulli, SS bar avec les mêmes probabilités, etc., etc. Et que je vais dénombrer les succès, c'est-à-dire quelle est par exemple la probabilité d'avoir 5 succès parmi 10 répétitions. Cette variable aléatoire, elle va nous servir de comptage en fait. Et donc, d'après la simulation que je vais vous présenter, si on fait tendre n vers plus l'infini, la représentation graphique d'une binomiale va se rapprocher d'une cloche qui va nous faire penser à la gaussienne. Alors pour ça, je vais me baser sur deux choses. Donc, un professeur a créé cette animation sur GeoGebra que je trouve fort intéressante. En fait, ici, vous voyez initialement une loi binomiale qui est représentée sous forme d'un histogramme, de manière centrée réduite. Si je fais varier la probabilité, par exemple, si je m'amuse à la décentrer, voilà, je vois que l'aspect de ma binomiale va changer un petit peu. Là, elle va s'asymétriser. Ici également, et plus je vais me rapprocher de 0,5, plus je vais avoir une tendance symétrique. Et ce dont je voulais vous parler, c'est que dans mon cours, je vous dis que ça va se rapprocher d'une gaussienne. Alors je vais la faire apparaître, cette gaussienne, et vous voyez qu'en fait, l'histogramme épouse de plus en plus les formes de la gaussienne, qui représente une loi normale centrée réduite. Alors attention, parce que si vous comprenez bien, ici, si j'ai un aspect non symétrique, par exemple P égale à 0,94, ça foire complètement. Pareil ici, 0,05, ça foire complètement. Et quand bien même je me rapproche de 0,5, j'ai pas exactement la gaussienne, hein, j'ai quand même quelque chose d'assez polygonal.
Mais imaginons que je fasse varier mon n, que je le prenne très grand. Plus je le prends grand, plus mes rectangles sont petits. Et donc, plus ma binomiale va épouser cette forme de gaussienne. Ça, c'est pour le cas d'une loi normale centrée réduite. Sur Excel, je vous ai fait le cas d'une loi non centrée, non réduite. Là, vous voyez, je vous ai fait 20 tirages. Alors, pour les probabilités d'avoir entre 0 et 20 succès, on voit qu'il y a une sorte de gaussienne qui commence à se former, mais quand même, ça reste assez asymétrique. Si je fais augmenter n, eh bien, là, la gaussienne se dessine franchement. Je suis passé de 20 à 100 et on voit déjà l'esquisse de la courbe. Et si je passe à 1000, là, on voit carrément la gaussienne se dessiner. Alors, tout ça pour vous dire quoi, au final? Eh bien, déjà, on peut constater que la gaussienne que j'ai sur mon document Excel, elle n'est pas centrée en 0 et elle n'est pas réduite. C'est-à-dire que ici, la loi Xn, son espérance ne vaut pas 0 et son écart type ne vaut pas 1. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais pratiquer exactement les mêmes choses, les mêmes opérations que pour centrer, réduire une loi normale. C'est-à-dire que, si j'ai Xn qui suit une loi binomiale de paramètres NP, je sais, d'après mon cours de première S, et je vous invite à le revoir, que l'espérance de Xn, c'est n fois p, donc NP. Et la variance de Xn, c'est une formule bien connue aussi, c'est NP 1 moins P. Moralité, ça signifie que l'écart type, vu que la variance est positive, l'écart type de Xn, c'est racine de NP 1 moins P. Donc je prends ma variable aléatoire Xn, et je veux la centrer. Donc j'enlève son espérance, et je divise par sa variance. Son écart type. Ce qui a pour impact d'enlever NP et de diviser par racine de NP 1 moins P. En ce sens, cette nouvelle variable aléatoire-ci, que je peux appeler Zn, pourquoi pas, elle est centrée réduite. Je ne vous ai pas dit que c'était une loi normale. Je vous ai juste dit qu'elle était centrée réduite parce que l'espérance de Zn vaut 0 et l'écart type de Zn, il vaut 1. Voilà, c'est ça que ça veut dire centrée réduite. Et donc là, maintenant, je m'en remets à mon schéma GeoGebra et je vois que si je fais augmenter n, cette loi que j'ai schématisée ici, à l'aide d'un histogramme, donc je peux enlever la courbe de Gauss dans un premier temps, est en train de se rapprocher cruellement du profil de ma courbe de Gauss, c'est-à-dire de ma loi normale 0,1. Donc, il est naturel de se dire que ma variable aléatoire xn moins np sur racine de np 1 moins p se rapproche dans le comportement d'une loi normale centrée réduite. Ce qui est donné par le théorème de Moivre-Laplace, pour n dans n étoile et p dans 0,1, si xn suit une loi binomiale de paramètres np, alors on a la probabilité que ma variable aléatoire centrée réduite, donc mon xn moins np sur racine de np 1 moins p, soit entre a et b. Lorsque je passe à la limite en n infini, ça me donne l'intégrale de la fonction de densité entre a et b d'une loi normale. Alors ça, c'est horrible. À voir comme ça, c'est horrible. Ne le retenez surtout pas comme ça. Retenez-le sous la forme bien française, c'est-à-dire que lorsque n va être grand, ma variable aléatoire xn, qui suit une loi binomiale, lorsque je la centre et que je la réduis, pour calculer les probabilités qui y font référence, je vais pouvoir en fait les approcher, c'est une approximation, par
un calcul de probabilité concernant une loi normale centrée réduite. Et donc là où les calculs pour les probabilités des lois binomiales étaient un petit peu pompeux parfois, parce que la calculatrice nous donne des éléments, mais c'est quand même globalement fastidieux, eh bien on va pouvoir les approcher par des calculs de loi normale centrée réduite. Alors, évidemment, on va mettre en pratique ce théorème avec quelques petits exos. Donc je vous invite à vous référer à la 4e vidéo d'exercice. Mais je veux vous montrer à quoi ça sert en statistique. Donc on va parler d'intervalle de fluctuation. Alors l'intervalle de fluctuation, en fait, je vais essayer de vous le présenter de manière très concrète. On s'intéresse à une population, admettons l'ensemble des Français. Et on suppose que la proportion théorique d'un certain caractère est P, c'est-à-dire je me dis, il y a, en théorie, il y a 24% des gens qui ont les yeux bleus en France. Voilà. Et nous, on va s'intéresser à la fréquence observée de ce caractère dans un échantillon de taille n. Je m'explique. Mais pour savoir si ma proportion théorique de yeux bleus est bien 0,24 en France, je ne vais pas interroger tous les Français. C'est utopique de faire ça. Alors je vais interroger un échantillon de Français, par exemple 1000 Français. C'est le principe d'un sondage. Et avec le résultat que je vais avoir sur mon échantillon, je vais voir si il est cohérent que ma proportion théorique de personnes avec les yeux bleus soit de 24% ou pas. Alors, dans les faits, il semble totalement utopique que la proportion théorique, qui est une probabilité, soit égale à la fréquence observée. D'accord ? Par exemple, quand on vous dit dans les sondages, pareil, Monsieur Macron a été élu avec 63% des voix en 2017. Vous prenez par exemple la ville de Narbonne, 50 000 habitants. Alors en termes de votants, il doit y avoir la moitié ou le tiers, donc 20 000 habitants, allez, grosso modo. Si vous regardez la fréquence des gens qui ont voté pour Monsieur Macron en 2017 à Narbonne, ce ne sera certainement pas 63%, on aura une fluctuation. Alors qu'à Paris, peut-être qu'on aura une autre fréquence, etc., etc. C'est ça, fluctuer. Et le but, en fait, c'est de savoir quel écart on va tolérer entre la proportion théorique et la fréquence qu'on va observer sur un échantillon pour qu'on considère que la proportion théorique est normale, c'est-à-dire pour qu'on considère qu'elle soit cohérente. Donc c'est là tout l'enjeu, on va poser xn, une variable aléatoire suivant une loi binomiale, BNP, qui sert à compter les individus. C'est-à-dire dans le cas de mes yeux bleus, eh bien succès, la personne a les yeux bleus, échec, la personne n'a pas les yeux bleus. Et donc la variable aléatoire qui va donner la fréquence, ça va être xn divisé par n. C'est-à-dire que si parmi les 1000 j'ai 300 personnes qui ont les yeux bleus, je vais faire 300 divisé par n, par 1000. Ce que me dit mon théorème de Moivre-Laplace appliqué à ce cas de figure, c'est que si xn suit une loi binomiale de paramètres BNP, et si j'ai alpha un nombre entre 0 et 1, alors j'ai la probabilité que P moins U alpha, facteur de racine de P, 1 moins P sur racine de n, inférieur à xn sur n, inférieur à P plus U alpha, racine de P 1 moins P sur racine de n, lorsque je passe tout ceci à la limite en n, ça doit être supérieur à 1 moins alpha. Au secours, je n'ai rien compris. Mais effectivement, dit comme ça, c'est barbare, c'est du chinois. Donc, en réalité, je vais vous l'expliquer quasiment instantanément sur un exemple. J'avais seulement besoin de ce théorème pour vous dire que les bornes, donc mon P U alpha et mon P plus U alpha cela constituait un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil 1 moins alpha. Ça veut dire quoi? Alors rassurez-vous, je vais tout vous expliquer. Alpha, dans la pratique, va prendre deux valeurs. 0,05 ou 0,01.
Pourquoi 0,05? Parce que 1 moins 0,05, ça vous fait 0,95. C'est-à-dire que dans ce cas-là, mon intervalle de fluctuation contient 95% des fréquences possibles dans un monde idéal. Et si on veut être plus précis, alpha, on peut le prendre égal à 0,01. C'est-à-dire 1 moins 0,01, ça va me donner 0,99. Donc dans ce cas-là, mon intervalle de fluctuation va contenir, dans un monde idéal, 99% des fréquences possibles. Et c'est là où c'est très important ce que je vous avais dit, parce que, rappelez-vous, je vous le remets, dans le cas d'une loi normale, voilà, je vous avais mis valeur à connaître. U005 environ égale à 1,96 et U001 environ égale à 2,58. Ben devinez quoi? C'est maintenant que ça va servir, ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, dans les faits, on va faire des tests à 95% ou à 99%. Donc, là par contre, ces deux intervalles de fluctuation, il faut les apprendre. L'intervalle de fluctuation à 95%, c'est-à-dire celui qui, dans un monde idéal, contient 95% des fréquences possibles, va être donné par P-1,96, donc je retrouve mon U005, racine de P1 moins P sur racine de N, et P plus 1,96, racine de P1 moins P sur racine de N. Ce que je vous conseille, c'est toujours de bien comprendre que l'on centre en la probabilité théorique, c'est-à-dire je vais avoir P- ou P+, la même chose, et là je vais avoir mon 1,96 fois racine de P1 moins P sur racine de N. Ça, il faut l'apprendre par cœur. Ça, c'est pour un intervalle à 95%. Pour un intervalle de fluctuation à 99%, vous êtes d'accord? Si je veux que ça contienne plus de fréquences, il faut que j'élargisse mon intervalle. Qu'est-ce qui va me permettre de l'élargir? Au lieu de prendre 1,96, je vais prendre le quantile associé à 99%, c'est-à-dire 2,58 ici. Schématiquement parlant, ça veut dire quoi? Je vous ai dit qu'on se référait à une loi normale centrée réduite. Vous vous souvenez, c'est le théorème de Moivre-Laplace. Ma binomiale, lorsque n va être grand, une fois centrée réduite, va avoir le même comportement qu'une loi normale centrée réduite. Et mon 1,96, si je le prends ici, donc mon U alpha, donc U005 en gros, donc je fais la même chose là-bas, moins 1,96. Quand je prends la partie de la courbe contenue entre ces deux quantiles, j'obtiens 95% de l'aire totale. C'est-à-dire qu'en gros, mes fréquences, elles vont se balader ici, 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 voilà, à 95%, je les aurai dedans. Et si je veux élargir encore mon étude, avoir plus de précision, je vais aller jusqu'à 2,58. Moins 2,58 ici. Et si je m'amuse à hachurer toute cette partie, dans un monde idéal, elle contient 99% des fréquences possibles. Donc vous voyez, c'est ça, l'intervalle de fluctuation, c'est on tolère que 95% des fréquences se baladent dans tel intervalle-là. Donc une fois que vous avez la formule, dans les cas pratiques, il suffit de calculer l'intervalle de fluctuation et de voir si l'hypothèse est valide ou pas. Alors qu'est-ce qu'on entend par hypothèse valide? Donc c'est ce qu'on appelle la règle de prise de décision. Il y a un cadre à respecter. Le cadre, je vais essayer de vous le faire sentir. Bien, en fait, ici, regardez. Si je prends n trop petit et p trop décentré, ben voyez là, je n'ai plus du tout le bon comportement pour ma gaussienne. Ma binomiale ne se rapproche absolument pas d'une gaussienne. C'est pareil ici. Si je prends p extrêmement proche de 1, c'est pareil. On n'a plus cet aspect de gaussienne. Et donc notre théorème de Moivre-Laplace, il n'a plus effet ici parce que n n'est pas assez grand. Donc dans les faits, les conditions de validité, ça va être n supérieur à 30. C'est-à-dire que dans votre échantillon, il faut qu'il y ait 30 personnes ou plus. En même temps, il faut que NP soit supérieur à 5 et N1-P supérieur à 5. Ça, c'est pourquoi en fait? Si P est trop petit, NP sera trop petit et donc inférieur à 5. Et on a vu que si P était trop petit, on n'avait pas
un profil de gaussienne, de loi normale. Pareil, si P est trop grand, cette fois-ci, c'est 1 moins P qui va être trop petit. D'accord? Si j'ai un succès à 97%, j'ai un échec à 3%. Et donc, N 1 moins P sera inférieur à 5. Et on sera dans le cas que je vous ai montré ici, c'est-à-dire avec P très grand. Et du coup, votre loi binomiale qui n'a absolument pas le profil d'une courbe de Gauss. Donc, le cadre à respecter, retenez-le, n supérieur à 30, np supérieur à 5, n1 moins p supérieur à 5 pour éviter les extrêmes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer un intervalle de fluctuation pour la proportion théorique, c'est-à-dire, on va se baser sur une proportion théorique et on va voir quelle est l'acceptation de fluctuation de ma fréquence. Et on va calculer effectivement cette fréquence. Si f n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, ça signifie que on n'a pas pris la bonne valeur pour P, au risque de se tromper parce qu'il reste quelques pourcents des cas extrêmes. Et donc, on va rejeter l'hypothèse que P soit égal à temps. Si F appartient cette fois-ci à l'intervalle de fluctuation, on ne rejette pas l'hypothèse parce qu'on aurait P cohérent. Alors, regardez un petit peu. En ce qui concerne le savoir-faire, je vous ai pris une étude de la proportion de personnes du groupe sanguin 0 dans la population française. Et je vous dis que dans la population française, elle est de 43%. Alors ça, on l'a étudié, c'est une vérité point barre. On va se fixer dessus. On souhaite déterminer si cette proportion, on vous parle de proportion, reste valable pour la population canadienne et pour la population basque. Donc ce qu'on fait, on va pas étudier, on va pas recenser les groupes sanguins de tous les Canadiens et de tous les Basques. Alors, on va prendre 250 Canadiens et on voit que la fréquence de groupe 0 dans les Canadiens, c'est 47%. Ensuite, pareil, on va faire pareil avec les Basques et on dénombre 138 individus du groupe 0. Et donc, ce qu'on va faire dans chaque cas, on va noter X, la variable aléatoire, donnant le nombre de personnes du groupe 0 dans un échantillon, issu d'une population dans laquelle on émet l'hypothèse que la proportion théorique, c'est 43%. Est-ce que les 43% semblent cohérents pour les Canadiens ou pas? Donc ce qu'on va faire, ici, on va préciser la loi de X et l'intervalle de fluctuation. X, c'est le nombre de personnes qui ont le groupe 0. Donc, X dénombre des succès avec une probabilité théorique de 0,43. C'est notre hypothèse. On fait l'hypothèse théorique que la population canadienne ou basque qui est porteuse du groupe 0 est de 43%. Et on va répéter donc ce dénombrement de succès pour les 250 individus constituant notre échantillon. Donc on va faire 250 tirages identiques et indépendants. Donc ça signifie que X suit une loi binomiale de paramètres 250, le nombre de personnes dans l'échantillon, et de probabilité 0,43. Alors là, on vérifie toujours le cadre. N, c'est 250, c'est supérieur à 30, on est bon. NP, c'est 250 fois 0,43, ça fait 107,5. C'est supérieur... Alors, j'ai une petite erreur ici. C'est supérieur à 5, ici. Donc, on est bon. Et idem ici avec N1 moins P, 250 fois 0,57, c'est 142,5. C'est supérieur à 5. Donc, on est bon aussi. On est bien dans le cadre du test. Si on n'est pas dans le cadre du test, ça ne sert à rien. Il sera faussé, le test, de toute manière. Il nous reste à déterminer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Comment je sais que c'est à 95%? En dessous, on vous dit, tous les tests seront réalisés au seuil de 95%. Donc, je ne vais pas m'en faire. D'après mon cours, vous voyez, je l'ai ici, I0,95, c'est P moins 1,96, P plus 1,96, Donc, P, je vais le remplacer par 0,43, la proportion de personnes qui est porteuse du groupe 0. Ensuite, comme je suis à 95%, c'est mon 1,96. Si j'avais été à 99%, 2,58. Et ensuite, mon N, ce sera
mes 250 personnes constituant mon échantillon. Donc, c'est une simple application de formule dont je vous ai détaillé le calcul ici. Et là, attention, ce qu'on avait comme intervalle, c'était ça en fait. Je vous prends... je vais commettre une erreur parce que je n'ai plus les nombres en tête, mais on devait avoir environ, allez, on va dire 0, 3682 et des brouettes, et pour aller bien, 0,4918. Voilà, en gros. Et là, bien souvent, je vais l'arrondir à 10-3, mais je ne vais pas l'arrondir de manière standard. C'est-à-dire que ici, je veux prendre l'intervalle le plus grand possible dans mon arrondi. Donc, je vais toujours arrondir ici par défaut. Même si là, j'avais eu 9, j'aurais pris 0,368 pour que mon intervalle final contienne l'intervalle que je n'ai pas encore arrondi. Et là, je vais aller jusqu'à 0,492 pour englober, dans tous les cas, la seconde borne de mon intervalle. D'accord? Il faut toujours prendre un intervalle légèrement plus grand. Sinon, si je réduis l'intervalle par arrondi, je ne suis plus du tout sûr qu'il va contenir mes 95%. D'accord? Il faut qu'il en contienne au moins 95 en théorie. Bon, ça me fait donc 0,368, 0,492. Voilà, c'est bon, on a fait ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a vérifié qu'on était dans le cadre du test. On a bien dit que la variable aléatoire suivait une binomiale. Et on a trouvé l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Bon, mais maintenant, il faut que je fasse les tests précis. Donc, la fréquence des Canadiens, on vous dit, c'était 47%, 0,47. C'est la fréquence observée. Qu'est-ce que je regarde sur 0,47? Eh bien, par rapport à mon intervalle de fluctuation, il est bien dedans. Ça veut dire que, comme cette fréquence, elle y est dedans, l'hypothèse que 0,43, que la probabilité soit de 0,43 pour le groupe 0 dans la population canadienne, elle est cohérente, on ne peut pas la rejeter. Donc, ça valide mon hypothèse. Par contre, pour les Basques, on m'a dit qu'il y avait 138 Basques de groupe 0 sur 250. Et si je calcule, ça me fait 0,552. Et 0,552 n'est plus dans mon intervalle, il est dehors. Donc ça signifie que, au risque de me tromper, parce qu'il reste 5% des cas extrêmes que j'ai pas pris, d'accord? Et cette fréquence peut faire partie des 5%, mais on risque de me tromper dans 5% des cas. Comme ma fréquence de basque, elle n'est pas dans mon intervalle de fluctuation, ça veut dire que mon hypothèse, elle est fausse. Donc, dans la population basque, on rejette l'hypothèse que la proportion théorique de porteurs du groupe 0 soit de 43%. Alors là, vous voyez, on a quand même un dilemme, c'est-à-dire que plus n est grand, plus l'intervalle est restreint. Donc là, j'ai pris 250 personnes dans mon échantillon. Mais j'aurais eu beaucoup plus de précision si j'en avais pris 1000 ou 10 000. J'aurais eu beaucoup plus de précision si j'avais pris 1 million de personnes. Le problème, c'est qu'il faut quand même rester pratique. C'est-à-dire qu'on fait des tests et les tests doivent être réalisables assez rapidement. Donc il faut jongler entre précision et réalité. Et là, faire un test avec 1 million de personnes, bonjour, vous y êtes encore pour quelques années. Donc bien souvent, on prend de l'ordre de 1000 personnes, c'est plutôt pas mal. Ensuite, plus le seuil est grand, c'est-à-dire plus alpha est proche de 0, plus l'intervalle s'élargit et donc plus on accepte d'échantillons. Donc là, j'ai pris 95%, mais j'aurais très bien pu prendre 99%. Dans tous les cas, on ne pourra pas prendre 100%, c'est pas possible. Mais bien souvent, on réalise des tests à 95% parce que c'est ce qui donne le bon compromis entre acceptation, donc précision du test, et réalité, quoi. On peut faire un test à 95%, oui, ça semble logique, quoi. Voilà. Ensuite,
je vais vous parler un petit peu de l'intervalle de confiance. Là, ici, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on va considérer une population dans laquelle on souhaite estimer une proportion globale. C'est-à-dire, voilà, je me base sur les Français, encore une fois, et je veux savoir combien j'ai de personnes blondes dans les Français, enfin chez les Français. Effectivement, je ne vais pas arriver, et on est 67 millions de Français, je ne vais pas arriver et interroger indépendamment les 67 millions de Français pour déterminer la proportion théorique, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, pour estimer cette proportion, on va prélever, cette fois-ci, un échantillon de taille n. C'est-à-dire, je vais appeler plusieurs personnes, 1000, je vais les interroger, êtes-vous blond, n'êtes-vous pas blond? Je fais ma fréquence, et puis je vais en déduire où va se trouver ma probabilité théorique. Donc la propriété d'estimation sur laquelle on se base, on est dans le même cadre que précédemment, mais non plus avec la probabilité parce qu'on ne la connaît pas, mais avec la fréquence, parce qu'on l'observe, on peut toujours calculer une fréquence. Lorsque n est supérieur à 30, nf supérieur à 5 et n1-f supérieur à 5, la probabilité que ma proportion théorique se balade entre f moins 1 sur racine de n et f plus 1 sur racine de n est supérieure à 0,95. C'est-à-dire dans plus de 95% des cas, ma proportion que je ne connais pas à ce stade-là va se balader entre f, la fréquence que j'aurais observée, moins 1 sur racine carrée de la taille de l'échantillon, et f plus 1 sur racine carrée de la taille de l'échantillon. Donc en fait, dans 95% des cas, ma proportion inconnue ne s'écarte pas de plus de 1 sur racine de n par rapport à la fréquence calculée. En fait, on a une amplitude de 2 sur racine de n autour de la proportion. Ce nouvel intervalle f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n, c'est l'intervalle de confiance. C'est-à-dire l'intervalle de confiance, c'est celui qui se base sur la fréquence que je peux toujours calculer. Donc, histoire vraie, le savoir-faire 5, une épidémie est en cours. Dans un lycée, on cherche à estimer la proportion globale et inconnue d'élèves infectés. Imaginez que le lycée, il y ait 3000 élèves, un peu comme au lycée Louise Michel, bon, il y en a un petit peu moins. On ne va pas, déjà pour des raisons sanitaires et puis pour des raisons pratiques, on ne va pas interroger tout le monde. Donc on va prélever 50 élèves au hasard, cruellement. Et il y en a 37 d'entre eux qui sont malades. Et on veut donner un intervalle de confiance de la proportion d'élèves malades dans le lycée en général, au seuil de 95%. Qu'est-ce que je fais? Bon, déjà, l'intervalle de confiance sera toujours au seuil de 95%, parce que mon intervalle de confiance que je vous ai défini là, il est au seuil de 95%. Ensuite, eh bien, la fréquence observée, j'ai 37 personnes sur 50 dans mon échantillon qui sont malades, c'est-à-dire 74% des personnes sont malades. Je suis bien dans le cadre de mon test, parce que n est égal à 50, il est supérieur à 30, nf ça fait 37 est supérieur à 5, et n1-f ça fait 13, c'est supérieur à 5. Donc même si on est sur des bas effectifs, on est quand même sur des effectifs acceptables. Encore une fois, ça veut dire quoi, bas effectifs? 50 élèves sur 2500 par exemple dans le lycée, c'est un ratio qui pourrait s'apparenter à celui d'un sondage à l'échelle nationale. Donc on est bon. Ensuite, l'intervalle de confiance, c'est f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n. Alors lui, par rapport à l'intervalle de fluctuation, il est facile à calculer. C'est une petite formule, f c'est 0,74, je l'ai trouvé ci-dessus. Moins 1 sur racine de 50, donc mon échantillon de 50 personnes, et 0,74 plus 1 sur racine de 50. Donc je fais mon petit calcul, et je sais que ma proportion, elle va se situer à entre 0,598 et 0,882. D'accord?
Encore une fois, la borne inférieure, on l'arrondit toujours par défaut, la borne supérieure par excès. C'est le même principe que pour l'intervalle de fluctuation. Moralité, la proportion globale d'élèves qui sera atteinte par la maladie se situe entre 0,60 en gros et 0,90. Et là, vous allez me dire, ah ouais, super, votre test, il est parfait. Sauf que quand même, entre 59,8% et 88,2%, il y a quand même des choses qui se passent. Je suis d'accord avec vous. Mais déjà, ça me dit que la majorité des élèves vont être infectés. Alors, si on vous dit on ferme un lycée pour raison sanitaire au-dessus de 50% d'infectés, là, on est sûr à 95% qu'on va le fermer. Donc, on va prendre la décision de le fermer. Donc, ça peut nous donner une première information. Ensuite, la deuxième information, et puis qui résulte de la question suivante, c'est comment je peux améliorer la précision de mon test. Et là, je pense que vous avez tous la réponse. Regardez l'anatomie de mon intervalle de confiance. Il dépend de F, mais F, ça va dépendre de l'échantillon choisi. Donc soit je refais un test, et je regarde. Soit, il dépend aussi de N. Alors au lieu de prendre 50 élèves, je pourrais prendre 200 élèves. Sur un lycée de 2500 élèves, ça semble acceptable. J'interroge, grosso modo, 6 classes, et puis on est content, quoi. Ça voudrait dire qu'en fait, votre numérateur, là, qui est sous la racine carrée, au lieu de prendre 50, vous allez prendre 200. Et donc, faites le calcul. D'ailleurs, on va le faire. 1 sur racine de 50, grosso modo, ça va faire... Donnez-moi juste un petit peu de temps. Alors, à peu près 0,14. Donc ça veut dire qu'on pourra être à P moins 0,14, P plus 0,14. Et ensuite, si je fais 1 sur racine de 200, vous allez voir la différence. Ça va nous faire 0,07. Donc là déjà, on réduit de 7% en amont et de 7% en aval. Donc il y a une réduction double, c'est-à-dire qu'on va avoir 14% de précision en plus. Donc vous voyez, faire augmenter la taille de l'échantillon, ça peut être aussi un bon apport pour la précision de notre test. Voilà en tout cas ce sur quoi donc, je voulais m'entretenir avec vous. Je sais que les résultats sont très théoriques, mais ils ont l'avantage de se mettre en pratique très bien. Parce que ces résultats sont théoriques parce qu'ils dépendent de théories sur les probabilités. Et les probabilités, ça dépend d'intégrales, ça dépend de mesures, ça dépend de plein de choses qui ne sont pas accessibles en terminal S. Par contre, tout ce qui va être aspect pratique, c'est à la portée de tout terminal S qui se respecte. Donc maintenant que vous avez vu un petit peu à quoi ça sert, je vous invite à relire une autre fois le cours, histoire de vous le remettre bien en tête, de voir quelles sont les informations importantes dans tout ça, et de le confronter très rapidement à des exercices. D'ailleurs, je vous donne un rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donc, je vous souhaite un bon travail. Maintenez le cap, on y est là, c'est la fin de la leçon sur les lois normales, mais vraiment, c'est le cœur du problème. Et puis, je vous dis à très vite.